Pour certains, la guerre en Ukraine signe le grand retour de l'histoire en Europe, l'histoire avec un grand H. Pour d'autres, au contraire, c'est surtout la fin d'un déni et d'une croyance, celle d'une Europe définitivement en paix. Des guerres coloniales aux guerres des Balkans qui ont fait entre 150 000 et 200 000 morts s'agissant de l'ex-Yougoslavie, en passant par les opérations spéciales en Afrique, au Proche-Orient ou en Afghanistan. Plusieurs nations européennes sont en engagement militaire quasi permanent, à commencer par la France. On en parle avec Catherine Haas. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes anthropologue, autrice du livre Aujourd'hui la guerre, Penser la guerre, édition Fayard. Et puis notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Catherine Haas, votre livre offre une riche analyse de ce que recouvre le terme de guerre aujourd'hui. La première question qu'on aimerait vous poser, c'est selon vous, la guerre est-elle de retour en Europe? Oui ou faux? Est-ce sans précédent comme on l'entend depuis la Seconde Guerre mondiale? Non, évidemment, puisque il y a la première, enfin en tous les cas celle qui est la plus proche de nous comme guerre particulièrement mortifère, c'est comme vous l'avez mentionné, les guerres de l'ex-Yougoslavie, qui ne sont pas si éloignées de ça, c'est 1981-2001. Reste qu'elle était une guerre civile, qu'elle était une guerre dans laquelle nous n'étions pas éventuellement désignés, et c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas mentionnée, mais c'est particulièrement... c'est assez obscène en fait, parce que 200 000 morts. L'OTAN engagée, l'OTAN, donc les puissances de l'OTAN, donc la France. Avec les bombardements sur Belgrade. Avec les bombardements à partir de 1999, qui est le moment même en fait où l'OTAN, depuis sa création en 1949, procède à la première opération militaire d'envergure. Et parce que la veille des bombardements, en mars 1999, le secrétaire général de l'OTAN, qui est Javier Solana, affirme « Nous ne faisons pas la guerre contre la Yougoslavie, mais contre la politique répressive de la direction yougoslave. » Et ce paradigme-là, on ne fait pas la guerre, ce sera ce qui sera repris par les États-Unis, qui n'ont jamais dit une seule fois qu'il s'agisse de l'Afghanistan ou des États-Unis. Nous sommes en guerre contre. Il y avait la guerre contre le terrorisme, mais qui est repris aujourd'hui par Poutine, très exactement, et qui reste interne en ça, à ce paradigme-là d'une guerre qu'on ne nomme pas et qu'on absente dans ses effets d'occupation, de destruction. Parce que... Mais il y avait cette sidération le 24 février dernier, il y a 63 jours, lorsque l'armée russe a envahi l'Ukraine. Comment, vous qui êtes anthropologue, vous expliquez effectivement ce langage, ces assertions, comme je disais tout à l'heure? Est-ce que c'est le fait du côté français, allemand, italien, espagnol, pour citer seulement certains pays d'Europe, de s'être ressenti proche des Ukrainiens, en fait? Ou comment vous l'expliquez? Peut-être que ça tient pour part aussi au discours de Poutine. D'une part, la Russie est une puissance, et ça, c'est nucléaire, et ça compte. Très vite, ça a été dit. Et d'autre part, dans son discours, il a cherché à repolariser quelque chose qui n'existe plus, à savoir l'Est et l'Ouest, et donc à identifier quelque chose comme un bloc, et donc à redessiner quelque chose comme un antagonisme d'où on serait intérieur, en réalité. Sauf... Avec aussi tous ces renvois à la Seconde Guerre mondiale, notamment Slimane, avec ce vocabulaire des deux côtés d'ailleurs, néo-nazi, dénazifié. On a beaucoup entendu ce vocabulaire. Slimane, la question que je posais à Catherine Haas, la guerre est-elle de retour en Europe ou l'a-t-elle toujours été depuis la Seconde Guerre mondiale? Alors la guerre en Europe, comme vous venez de le dire, il y a eu la guerre dans les Balkans. Il y a eu aussi en 1975 une véritable guerre entre deux membres de l'OTAN, la Grèce et la Turquie. Chypre. Qui est un conflit, qui est peut-être le premier conflit gelé de l'Europe, bien avant celui du Kosovo actuel, ou de même peut-être de l'Ukraine. Donc la guerre en soi comme violence militarisée, elle a existé en Angleterre avec le problème irlandais, puisque le maintien de l'ordre en Irlande n'était pas fait par la police, mais par l'armée britannique. Alors, il y a la guerre des Européens en Europe et la guerre que font les Européens en dehors de l'Europe, auquel vous avez fait allusion. La guerre des Malouines entre les Britanniques et les Argentins en 82, c'était une véritable guerre, mêlant l'aviation, la marine, une véritable guerre. La guerre des Portugais en Afrique, au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau, plus les interventions militaires françaises, la guerre en Libye, en Syrie. Bref, en fait, la guerre n'a jamais vraiment disparu de l'horizon
des États et des armées européennes. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que dans le conflit qui est en train de se dessiner entre la Russie et l'OTAN, ce qui est totalement inédit, c'est qu'on a 4 puissances nucléaires qui se regardent déjà en chien de défaillance. C'est-à-dire le Royaume-Uni, la France et les États-Unis sont 3 puissances nucléaires ensemble, membres permanents du Conseil de sécurité, et en face, une autre puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité. C'est la première fois qu'un tel format potentiellement conflictuel est rassemblé. Ouais, une réaction, Catherine Haas, vous êtes d'accord? C'était le terme, justement, Russie-OTAN. C'est Russie-Ukraine, c'est ça? C'est Russie-Ukraine, et c'est de plus en plus Russie-Ukraine en ce que ça se réinscrit sur le Donbass, et ça se centralise sur le Donbass. Et en même temps, l'OTAN, dont on comprend bien qu'elle est bien dirigée par les États-Unis, vu la présence de Biden, quand je disais que Poutine tente de repolariser, les États-Unis, par le biais de l'OTAN, font la même chose. En livrant des armes, notamment offensives. En livrant des armes. Et j'avais été très frappée au tout début de la guerre, de la déclaration de Biden, qui avait été dire personne ne touchera au territoire. La Russie ne touchera pas au territoire de l'OTAN, comme si l'OTAN elle-même était un vaste pays et un État ou un territoire, une entité. Et on voit bien, enfin, je ne connais pas la suite de ça, mais ce qui se dessine peut-être avec une Europe de la défense et tout ça, parce qu'on ne peut pas... et il se joue là quelque chose, je pense pas tellement autant Russie, mais quelque chose États-Unis, Ukraine, Russie. Alors justement, regardez ce qui se joue, on va écouter 3 dirigeants successifs. Regardez, écoutez. Pour ma génération, la guerre est devenue impensable en Europe. Et nous devons veiller à ce qu'il en soit toujours ainsi. C'est notre devoir et notre mission en tant que chef d'État et de gouvernement d'empêcher une escalade de la guerre en Europe. C'est probablement le moment le plus dangereux. Au cours des prochains jours, dans ce qui est la plus grande crise de sécurité à laquelle l'Europe ait été confrontée depuis des décennies. Et nous devons bien faire les choses. La combinaison des sanctions et de la volonté militaire, plus la diplomatie, est ce qu'il faut. Que la guerre en Ukraine est un bouleversement profond de nos équilibres, des croyances qui avaient gagné notre continent. Et donc elle doit nous conduire à être lucides, ambitieux et prendre les décisions qui sont à la hauteur. Catherine Haas, une réaction, Olaf Scholz, notamment le chancelier allemand, qui dit nous n'avons pas connu la guerre en Europe. Encore une fois, ce qui est matériellement faux, puisque vous parliez tout à l'heure de l'ex-Yougoslavie. Oui, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais peut-être qu'on n'a pas connu la guerre. Allemagne n'ai pas connu la guerre. France n'ai pas connu la guerre, au sens je sais pas, d'une mobilisation militaire de masse. Parce de la même manière que le France n'a pas connu la guerre au Sahel, au Mali, en Libye notamment, ou en Algérie encore. Quoique l'Algérie, c'est encore plus compliqué. Oui, parce que là, pour le coup, il y avait un engagement, il y avait la conscription. Mais ce qui est sûr, c'est le bouleversement, et on le voit notamment à partir... le bouleversement est réel. Enfin, je veux dire, ce qui va se jouer ou pas sur la question du blocus. Ça, je pense que c'est déterminant sur ce que ça peut réorganiser. Est-ce que les Européens vont lever très rapidement le blocus en cas de désescalade et voilà, sinon les choses vont s'organiser. L'économie russe va s'organiser autrement. Ils livreront le pétrole ailleurs. Les économies géopolitiques vont, elles, vraiment être modifiées. Vous parlez d'éventuelles désescalades. Justement, un des aspects les plus symptomatiques de cette crise depuis une dizaine de jours, c'est qu'on a l'impression que tout le monde s'est résigné à l'idée que la guerre était une option, la seule option, et que tout le monde travaille dans ce but. La guerre, tout le monde s'est résigné à ce que la guerre soit maintenant l'unique option. Les uns disent tout la le monde Russie et va les gagner, Européens, les autres, l'Ukraine va gagner. Et que l'Ukraine va gagner. Donc, toute l'Europe est organisée dans ce sens. Comment aider l'Ukraine à vaincre militairement sur le terrain les Russes, c'est tant que cela soit possible. C'est-à-dire il n'y a plus une seule voix, à part l'ONU, même le pape ne dit plus rien, qui espère proposer une issue. Et la manière même dont les Occidentaux imposent leurs sanctions, en général les sanctions laissent toujours la porte ouverte
pour un recul, pour une levée des sanctions. C'est ce qu'on fait avec l'Iran. Avec la Russie, il n'y a plus de sanctions. C'est une espèce de boycott qui est censé être définitif, sans aucun retour en arrière. Alors justement, puisque vous convoquez aussi Clausewitz notamment et sa célèbre formule, la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est vrai ou pas concernant le conflit ukrainien? Quid de la politique, de la diplomatie? Sur la politique, j'écoutais la déclaration de Poutine disant qu'il irait jusqu'au terme de ses objectifs militaires, mais soit j'ai pas bien suivi, soit j'ai pas bien compris quels étaient ses objectifs militaires. Et donc s'il n'y a pas, de façon un peu classique, la politique, oui, alors dénazifier, mais au début c'était l'objectif militaire, c'était de libérer l'Ukraine de la junte au pouvoir et de la décoloniser. Bon, c'est pas le, voilà. Donc alors sur le Donbass, voilà. Donc lui-même n'énonce pas, et la question des sanctions est aussi intérieure à ça, parce qu'on n'arrête pas la guerre. Enfin, on l'a vu en 14-18. Et elle peut être une forme de continuation. Voilà. Et dans son discours, la veille de l'invasion de l'Ukraine, dans son discours, il ne disait pas que l'Ukraine posait une menace militaire sur l'intégrité territoriale de la Russie. Il disait que l'Ukraine était téléguidée par des Occidentaux qui veulent détruire les valeurs, qui veulent imposer des valeurs qui sont contre le patrimoine et les valeurs et la morale de la société russe. Il l'a présenté presque comme une guerre de civilisation, pas seulement d'une guerre d'un corps de bataille contre un autre. Oui, il a appelé au lien du sang, mais il a aussi mentionné la possibilité de la détention par l'Ukraine d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive. Et ce sera le mot de la fin. Il faut lire votre livre pour aller plus loin sur la question de la guerre et de ce que recouvre ce mot, qui est d'ailleurs, vous le rappelez, utilisé après les attentats du 13 novembre, pendant la pandémie. Nous sommes en guerre, a dit notamment Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Merci Slimane et merci Catherine Haas. Merci.